Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Panorama et nous allons parler de transition écologique. Tout au long de ces 4 jours, nous avons installé notre plateau itinérant ici à l'espace Martin Luther King d'Annemasse qui accueille la soirée de lancement du OFF des Assises européennes de la transition écologique. Et pour cette première émission, je suis en compagnie d'Aurélie Charillon. Bonsoir. Bonsoir. Marina Protopopov, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, merci d'être là déjà avec nous. Aurélie Charillon, vous êtes élue au Grand Genève, conseillère départementale de l'Ain. Et vous, Marina Protopopov, vous êtes référente fresque du climat sur le canton de Genève. Et également animatrice pendant ce off. On va commencer avec vous, Madame Charillon. Une première question assez générique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, nous présenter cet événement, ce off des Assises européennes de la transition écologique ? Alors, l'idée principale que les élus du Grand Genève ont eue, c'est qu'il était essentiel, évidemment, lorsqu'on parle de IN, des Assises européennes de la transition énergétique, c'était d'associer évidemment la société civile. Il ne s'agit pas de cloisonner d'une part l'industrie, les collectivités et d'autre part les habitants. Donc, le OFF permet d'associer les habitants, les collectivités, les associations, les institutions pour mener des événements avec différentes méthodes. Et je crois qu'on en parlera après, et les associer aux Assises européennes de la transition énergétique. Donc des méthodes particulières avec des ateliers, des conférences, des promenades, etc., etc. Le fait d'associer le grand public, c'était devenu une évidence, j'imagine ? Oui, je pense que c'est une évidence. Et puis il suffit de regarder... Alors évidemment, je suis française, donc je vais vous parler des dernières élections présidentielles. Voilà, tous les programmes abordaient la question de la transition écologique et du développement durable. Donc c'était évident que cette thématique-là, il fallait la traiter avec nos concitoyens. Et surtout, si on veut obtenir de l'adhésion, un écosystème favorable, surtout qui ne cloisonne pas la société civile et puis les collectivités, les décideurs, eh bien, il fallait effectivement faire un off participatif, intégratif, innovant et incitatif. Marina Protopopov, je le disais, vous êtes donc la référente fresque du climat sur le canton de Genève. Dites-nous tout, en quoi est-ce que ça consiste très précisément ? Alors la fresque du climat, c'est un concept d'abord. C'est l'idée de travailler autour de valeurs qui sont clés. La première, c'est l'urgence climatique. La deuxième, c'est des valeurs d'humanisme. Et la troisième, c'est donc la science et l'importance de la science. Donc sur la base du rapport du GIEC, la fresque du climat, elle propose un atelier en 3 heures qui est accessible à toutes et à tous et qui permet de survoler à la fois la compréhension, donc le décryptage de ce que c'est que le dérèglement climatique sur la base du GIEC, sur un jeu en intelligence collective, en petite équipe, et aussi après de prendre du recul, de s'ancrer dans un moment qui est un peu plus créatif, mais aussi qui permet d'accueillir les émotions, et derrière de traverser en proposant de travailler sur des leviers d'action individuels et collectifs. Le fait de mettre l'accent sur le côté ludique, c'est pour démocratiser un petit peu la chose, la rendre plus accessible ? Ah oui, c'est un bon point, c'est pour la rendre plus accessible et c'est aussi parce qu'en intelligence collective, c'est important d'avoir un cadre, on en parlera après, qui soit un cadre de confiance où il y ait une horizontalité. Donc on ne va pas aller travailler sur les statuts, ce qu'ont fait les gens, mais véritablement sur le moment présent. Donc leur donner accès à un jeu, finalement, on oublie un petit peu... d'où on vient et on est vraiment ancré dans ce qu'on va contribuer d'apprendre et de pouvoir faire pendant cet atelier. Donc la partie ludique, c'est véritablement pour faire participer et contribuer au mieux l'ensemble des participants et participantes. Aurélie Charillon, en tant qu'élue, quel regard vous portez sur cette action, la fresque climat ? Je suis convaincue de la méthode. Moi-même, en tant que maire, j'organise une réunion publique où la fresque du climat intervient. Je pense que c'est important parce que, effectivement, les méthodes anciennes où on faisait des grandes conférences, un peu collapsologues, où le levier, c'était la peur, en fait. Aujourd'hui, on a compris que c'était plus... le processus itératif en fait qui permet de sensibiliser au mieux les gens et de se dire concrètement je peux agir. C'est vraiment la politique des petits pas. Je peux agir concrètement pour changer les choses dans mon quotidien. On parle de limites planétaires. Je pense que les gens, ce qu'ils entendent, c'est qu'est-ce que je peux faire autour de moi, dans mon jardin, dans ma mobilité, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour rénover, vers qui je dois me tourner pour améliorer les économies d'énergie de mon habitat, etc. Donc le processus de la fresque climatique, à mon avis, est bon. J'attends, moi, en tant qu'élu et avec mes concitoyens, qu'il y ait aussi une partie qui soit positive dans le sens, le diagnostic est celui-ci, mais voilà ce que font déjà à la fois les associations, les collectivités, les individus. Voilà.
pour vraiment inciter les gens à continuer plutôt que de dire oh là là, vous n'êtes pas allé assez loin, c'est la catastrophe, on a déjà pris énormément de retard. Moi, je crois vraiment plus à l'incitation et à l'adhésion. Et à entraîner les gens plutôt que de leur donner un petit coup sur la tête en disant c'est trop tard, on va tous mourir bientôt, etc. Voilà. Parce que je ne l'ai pas précisé, vous êtes maire de Prèves-Saint-Ouen. Oui, c'est ça. Justement, comment les collectivités que vous représentez font pour mobiliser, accompagner la population par rapport à cette prise de conscience sur la transition écologique ? Alors les collectivités, alors ça c'est vraiment, c'est toutes ces collectivités du Grand Genève, hein, que ce soit suisse et français, ont choisi de mobiliser les habitants, les concitoyens avec plusieurs partenaires, puisque vraiment il s'agit de créer un écosystème qui accompagne et le changement, mais pour accompagner, il faut sensibiliser, convaincre. Après, on accompagne et après, on crée une émulation. Et donc, pour cela, on a mis en place donc, différentes méthodes pour que les gens nous suivent, donc sous forme d'ateliers, sous forme de conférences, parfois sous forme de promenades nocturnes pour sensibiliser à la question de la pollution lumineuse aux trams noirs. Et puis pour cela, eh bien, on a sollicité et les associations et les institutions, notamment il y a des agences de l'énergie qui se sont associées à nous, et puis évidemment les collectivités qui ont mis à disposition eh bien, que ce soit des salles, la fresque du climat. Voilà. Donc il s'agit voilà, de créer un écosystème favorable au changement dans lequel s'implémentent différents acteurs de la société. On a parlé des associations, des collectivités, évidemment. L'idée, c'est d'avoir vraiment une approche qui soit aussi très intégrative et systémique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher aussi le monde de la culture, le monde du sport, et pas seulement des associations qui, bien souvent, ont déjà une bonne sensibilité lorsqu'elles interviennent aux questions environnementales, mais plutôt avoir une démarche voilà, intégrative et globale, surtout sur des cercles qui sont en général moins sollicités ou moins sensibilisés aux questions environnementales. Est-ce qu'il y a un gros travail en amont à faire auprès de la population ? Ou est-ce que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui, de se dire qu'il faut faire plus pour la transition écologique ? Ça dépend des. Vraiment, je pense que tout le monde. Il y a un consensus international par rapport au rapport du GIEC en disant qu'il y a effectivement une urgence. Seulement, moi vraiment, ça c'est des débats qu'on a pu avoir au sein du Grand Genève. Les gens n'adhéreront que si eux-mêmes ont des réponses par rapport à leurs besoins fondamentaux. Et dans le Grand Genève tout particulièrement, je pense à la santé. Si on ne peut pas se soigner, si on a du mal à se déplacer ou que cela nous coûte cher, si on n'arrive pas à se loger, venir avec des arguments de transition écologique, de transition énergétique qui peuvent aboutir à des contraintes fortes, ça va être très compliqué. Donc si vous voulez, c'est un peu la pyramide de Maslow. Si on n'a pas répondu aux besoins fondamentaux, on va avoir du mal à arriver après avec des arguments forts d'empreinte carbone, un peu technique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit à l'échelle du Grand Genève, parce que c'est là où ça a du sens, qui puisse traiter tous ces besoins fondamentaux pour pouvoir après faire adhérer les gens sur des questions de transition écologique et donc de mobilité, de se déplacer, de covoiturer, de regarder un peu la qualité de l'air, parce qu'on a des actions vraiment très concrètes dans le Grand Genève. Je pense à Pacter, je pense à des applications R2G2 qui permettent d'évaluer la qualité de l'air quasiment en temps réel. Donc voilà, il y a des choses qui sont... Mais les gens, pourquoi est-ce qu'ils iront contrôler ça si déjà ils ont des problèmes dans leur quotidien, voilà. Donc c'est vraiment fondamental, c'est ça qui est important. Marina, vous qui côtoyez la population, notamment à travers cette fameuse fresque du climat, vous diriez un petit peu la même chose que Madame Charion par rapport au fait qu'il y a encore du travail à faire ? C'est très intéressant parce que donc avec la fresque du climat, on fait à la fois l'organisation d'ateliers grand public, donc dans plusieurs lieux du territoire, du Grand Genève en transition. Ça va d'Annecy jusqu'à Thonon, en passant aussi par, on va jusque Nyon, jusque Genève avec le 3DD. Et puis, à côté de ça, on est aussi appelé pour intervenir dans différents autres milieux, notamment, on crée des partenariats aussi avec des associations. Donc l'idée, c'est qu'au travers de cet atelier, les personnes puissent s'approprier aussi les méthodes de facilitation. Et derrière, après, c'est tout à fait possible d'aller le déployer au sein de leur communauté. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce que derrière, elles vont pouvoir apporter des enjeux qui leur sont propres, faire le lien aussi avec d'autres aspects ancrés dans leur territoire et dans leur temporalité, mais aussi ancrés dans les problématiques des personnes qui vont pouvoir participer aux ateliers. Derrière, nous, on crée des ponts. Donc l'idée, j'aime beaucoup votre idée de l'approche systémique. C'est aussi ce qu'on observe à l'échelle de notre atelier.
parce que la première partie qui donc demande un décryptage du dérèglement climatique à base d'un jeu de cartes qui est un peu autoporteur en fait. Il est vulgarisé. Vous les avez là, vous avez pris quelques-unes justement. Voilà, j'en ai pris quelques-unes, comme par exemple les énergies fossiles. Donc on peut soit observer et puis décrire en intelligence collective, en petits groupes, et puis on peut aussi prendre le temps de lire la vulgarisation qui a été proposée avec une version adulte ou une version enfant. Et ensuite, ensemble, décider de faire des liens en équipe entre les cartes qu'on nous a proposées. Et c'est là qu'on va développer la pensée systémique et que c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, on va comprendre les liens de causalité, en fait, les causes et les conséquences entre les différents éléments. Et c'est aussi ce qu'on va faire derrière parce qu'en fait, tant pour le grand public que pour les ateliers qu'on va pouvoir avoir en entreprise, on va chercher à créer des ponts entre différents secteurs, différents milieux, que ce soit dans l'éducation avec des rentrées climat et des gros événements qui vont pouvoir rassembler jusque 1000 personnes, dans des multinationales aussi, des petites PME, et tout ça sur notre territoire. L'association Fresques du Climat existe depuis maintenant 3 ans et demi. Le projet est un peu plus long. Quel bilan vous tirez là rapidement ? Rapidement, en quelques mots. On a un compteur, donc on atteint bientôt 400 000 personnes qui auront fait l'atelier dans le monde. Donc on est présent dans 45 pays et le jeu que je vous ai montré est traduit dans 35 langues. Et pour les personnes qui facilitent ces ateliers, aujourd'hui on est près de 15 000. Donc ça, c'est pour l'association au niveau international. Au niveau suisse, on a démarré il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on a 4500 personnes qui ont fait l'atelier, dont 500 sur le dernier mois. Donc c'est assez exponentiel. Et puis sur Genève, on est une 50aine de personnes assez actives pour déployer ces ateliers, cette sensibilisation large échelle. On n'a pas reparlé des élus, mais bien évidemment, on est aussi là pour sensibiliser et puis permettre aux élus aussi de s'approprier cette partie cognitive et aussi ce sentiment de capacité de pouvoir agir à son niveau. Aurélie Charillon, pour conclure, on sent que le Grand Genève, notamment, pour le Grand Genève notamment, c'est évidemment pas la seule collectivité, mais on sent que c'est vraiment devenu une priorité au fil des années, cette transition écologique. Oui, complètement. C'est vraiment le fil conducteur de toute notre action politique et publique, et qui doit d'ailleurs transparaître dans toute notre feuille de route, et c'est le cas en termes de mobilité, évidemment en termes environnementaux, en termes d'économie, en termes de formation et d'éducation aussi. Donc il y a vraiment cette fameuse approche systémique qui permet de dire aussi aux habitants, on a souvent tendance à dire l'écologie coûte cher, l'écologie peut faire aussi économiser et peut améliorer le pouvoir d'achat de nos habitants. Et ça, en ce moment, c'est un argument qui porte. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, toutes les deux. Merci également à Laura Fabiani et Manon Boulben pour la coordination de l'émission et Xavier Bouquet pour la réalisation. Bien sûr, un énorme merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. On se retrouve mardi pour un 2e épisode. On parlera notamment d'économie circulaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Annemasse, à l'espace Martin Luther King, où nous avons installé notre plateau itinérant pour un nouvel épisode de Panorama. Et cette semaine, la transition écologique est à l'honneur à l'occasion du off des Assises européennes. 2 invités ce soir pour m'accompagner et pour parler consommer autrement. Bruno Dard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la politique environnement à Région de Nyon. Vous êtes accompagné par monsieur Thomas Putala. Bonsoir. Président de l'association noops.ch. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là avec nous. Bruno Dard, on va commencer avec vous. L'économie circulaire, l'alimentation locale dans votre région et sur le Grand Genève, c'est tout un programme. Dites-moi, il y a énormément de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. L'économie circulaire et l'alimentation qui peuvent se décorréler d'ailleurs. C'est essentiel. C'est un challenge, un défi essentiel pour le Grand Genève, la région de Nyon également. Et il y a un vrai travail à fournir pour en faire une politique efficace, c'est clair. Donc par rapport à cela, je crois qu'il y a un constat assez important à voir, c'est que si la planète consommait comme les Suisses, le Grand Genève en plus large, il nous faudrait 2,8 planètes. Donc forcément, on doit travailler concrètement sur le local. Ça veut dire quoi? Vous êtes les mauvais élèves? On peut toujours s'améliorer. Qu'est-ce que vous mettez justement en place pour mettre en valeur l'alimentation locale ou encore le circuit court? Quelques exemples concrets là.
Oui, alors concrètement, sont pas mal développés dans nos régions respectives sur le Grand Genève, des ressourceries notamment, des repair cafés, des activités qui viennent concrètement d'initiatives personnelles, mais également communales, pour ensuite faire comprendre que nous avons ce qu'on appelle une mine urbaine, nous avons des ressources importantes chez nous, et qu'il faut savoir les recycler, les retravailler, les réutiliser, plus que d'acheter du neuf. Et ce genre d'activité est en plein essor sur le Grand Genève. La transition est toute trouvée avec notre deuxième invité, Thomas Putala. Je le disais en introduction, vous êtes le président de l'association noops.ch pour No Obsolescence Programmée Suisse. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Voilà, notre association elle a été créée en 2018 pour lutter contre l'obsolescence programmée en Suisse. Ça signifie que nous défendons la durabilité des produits et la prolongation de leur durée de vie à travers des actions politiques au niveau local, mais aussi au niveau de la Confédération suisse, qui doit urgemment améliorer sa législation et combattre le gaspillage. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors l'aventure, elle a commencé assez simplement à travers d'abord un combat juridique, puisque nous avons déposé plainte contre Apple en 2018, lorsque Apple avait délibérément ralenti ses appareils pour que chaque consommateur aille à leur magasin acheter des nouveaux produits, voire acheter les nouveaux modèles. Donc nous avons d'abord fait un combat juridique contre Apple, et ensuite on a mis en place des actions de sensibilisation du grand public par rapport à cette question d'obsolescence programmée et ces produits qui vieillissent trop vite, mais qui aussi cette consommation effrénée qui veut qu'on achète un téléphone chaque 2 ans au minimum. Très concrètement, vous avez parlé d'actions. Quelles sont-elles, ces actions que vous avez mises en place pour lutter contre cette obsolescence programmée ? Alors, c'est des actions de collecte de téléphones. Donc, on va chercher ces 8 millions d'appareils en Suisse. On dit qu'il y a 8 millions d'appareils qui dorment dans les tiroirs. Donc, on va chercher ce gisement pour les mettre à disposition des réparateurs, mais aussi des entreprises qui se sont lancées dans les appareils reconditionnés. Donc on remet en vente des appareils qui fonctionnent encore et qui dorment aujourd'hui dans les tiroirs des gens. Bruno Dard, je vous ai vu opiner de la tête. Quel regard vous portez sur l'action de cette association noops.ch ? D'abord, c'est très réjouissant que des gens prennent à bras-le-corps la problématique. Effectivement, le politique ne peut qu'accompagner ce genre d'initiative. Il a une action légale, c'est clair. Au niveau confédération, vous le mentionniez tout à l'heure, mais aussi cantonal. La volonté, en tout cas politique, est là. La technologie, je crois, existe. Alors déjà, la réutilisation, que mentionne M. Putala, est importante. Il y a aussi le recyclage qui est un embryon de recyclage en ce moment. Je crois que l'histoire d'accompagner, alors beaucoup de communes ont compris cette problématique et ont organisé justement les politiques zéro déchet, c'est-à-dire qu'on explique ce qui peut être fait, comment être réutilisé, comment être réparé. Les ressourceries sont tout à fait qui ont lieu dans les déchetteries en général. C'est vraiment un lien direct entre un déchet peut être valorisé, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va jeter. Donc dans tout cela, on est complètement en phase avec cette politique-là, cette idée-là. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais elle est énormément présente dans notre quotidien, cette obsolescence programmée. Elle est omniprésente. Elle est omniprésente et c'est important que les consommateurs, à travers leur politique ou leur réflexion, quand il s'agit d'acheter un nouveau produit ou d'avoir d'autres réflexes, et qu'ils prennent en compte l'impact environnemental de leur acte d'achat. Pour moi, acheter, c'est un acte citoyen. Et il est important d'avoir de l'information sur le produit qu'on achète, sur l'impact environnemental de ce produit. Un téléphone neuf, c'est 80 kilos de matières premières à réunir, à les extraire, à transporter jusqu'au site de production. Donc c'est 80 kilos de matières premières. Si aujourd'hui, cette matière première elle est déjà sur place, eh bien, autant utiliser des appareils qui existent encore. Nous sommes intervenus à Berne par rapport à la législation pour dire qu'on ne devrait pas pouvoir
détruire un appareil qui fonctionne encore. Aujourd'hui, c'est un petit peu le jeu des entreprises de recyclage, mais aussi le jeu des distributeurs et des fabricants qui veulent vraiment, qui s'empressent de détruire un objet pour en mettre des appareils neufs sur le marché. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on court-circuite ces acteurs en proposant ces téléphones dans les déchetteries, par exemple, avec des boîtes de collecte. Eh bien, ça donne la possibilité à quelqu'un qui vient en déchetterie de dire « Ah ben moi, mon appareil, il fonctionne encore, je le mets dans la boîte NoOps ». Ou dans une mairie. Il faut que ça devienne un réflexe. Voilà, ça doit être un réflexe. Bruno Dard, quels sont au sein du Grand Genève notamment et de votre région, quels sont les grands axes, vos autres grands axes de travail que vous mettez en place pour consommer autrement ? Consommer autrement, je crois que c'est le bon terme. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on comprenne qu'on doit consommer autrement. Notre acte d'achat, comme vous le disiez, est très important. Nos choix sont importants. On peut effectivement décider d'aller plus loin dans l'utilisation de nos produits au lieu de les jeter, voire les recycler ou autre. Alors, il y a un axe qui a été récemment développé au niveau Grand Genève, c'est l'agriculture, où des assises sont développées, notamment au sein des forums de l'agglomération également. Discussions assez approfondies sur la souveraineté alimentaire, sur comment mieux manger, mais moins manger. Ça, c'est aussi une piste. Et là, j'étais assez fier de pouvoir remettre le prix de l'agriculture, le premier du Grand Genève, dernièrement au mois d'avril, où justement on a des exemples que les choses sont faites. Des gens font des choses. Les communes, les collectivités travaillent aussi là-dessus pour soutenir des projets circulaires, on va dire, mieux utiliser, mieux valoriser, comme je disais tout à l'heure, les déchets, pour faire des produits de qualité locaux, avec vraiment une destinée locale pour avoir le moins d'empreinte carbone possible. Parce qu'en fait, l'objectif, il est là, diminuer l'empreinte carbone et l'empreinte matière. Thomas, tout à l'heure, nous parlait des collectes de téléphones, de smartphones, de tablettes. On est là aussi, finalement, des objets qui sont reconditionnés par la suite, on est finalement là aussi dans une optique d'économie circulaire, de circuit court ? Alors, économie circulaire plutôt. Plus un circuit court, c'est un peu... Plus économie circulaire. Ambigu. Mais économie circulaire locale. Ce drame de la pandémie nous a fait aller plus chez les producteurs locaux. Ça a été malheureusement un peu vite oublié. Déjà, rien que le fait d'aller chez son producteur local, les maraîchers locaux, c'est déjà l'économie circulaire locale qui a un impact énorme sur la matière et l'énergie importée, parce que nous importons beaucoup de carbone. En fait, parce qu'on est une population dense, le Grand Genève est assez dense, relativement aisée, ce qui fait qu'on a facilité à importer les produits. Mais localement, nous avons de bons producteurs, nous avons de fantastiques on va dire, ressources, et je crois qu'on peut déjà se tourner vers eux. Thomas, est-ce que vous diriez que cette obsolescence programmée, elle est encore plus présente en Suisse ? Oui, évidemment, parce qu'on a un pouvoir d'achat qui est important. Ils en jouent, les grandes marques, elles en jouent. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que pour les... Et d'ailleurs, lorsqu'on avait déposé plainte à l'époque, quand on avait donné l'argumentaire, eh bien, il y avait un taux de pénétration du marché d'appel qui était incroyable. Je crois qu'ils étaient à 54% du marché suisse. Et évidemment qu'on voit qu'il y a aussi des acteurs économiques qui voient d'un air, avec un regard un peu sceptique de notre action, aussi parce que aujourd'hui, on est un petit peu des troublions du marché de l'économie. Et donc, on arrive à démontrer qu'on arrive, par exemple, sur Genève, l'année dernière, on a collecté 12 000 téléphones, et puis on en a réussi à en remettre 1700 sur le marché genevois, exclusivement en appareil reconditionné. Donc ça crée des opportunités. Alors il y a d'autres acteurs commerciaux qui viennent en soutien de nos efforts, puisque c'est pas nous qui commercialisons les appareils, ce sont des acteurs qui sont déjà reconnus et qui ont des protocoles de sécurité et de reconditionnement qui sont stricts, puisqu'ils doivent effacer les données, puisqu'ils doivent donner aussi une garantie que le produit doit être sous garantie au moins une année. Donc ça, c'est des chiffres qui aujourd'hui
montre qu'il y a une tendance et puis qui doit maintenant être mieux encouragée. Donc il faut que les autorités politiques cantonales mais fédérales mais aussi locales nous donnent les moyens d'expérimenter et puis d'industrialiser ces flux justement pour remettre en circulation des appareils qui aujourd'hui ne font rien. Bruno Dard, dernière question. Vous déploriez tout à l'heure le fait que, une fois cette pandémie terminée, on a moins ce réflexe d'aller vers son producteur local. Vous arrivez quand même à avoir un petit peu d'optimisme pour la suite ? Mais pleinement. Mais en plus, on va le voir par les off. La mobilisation est assez incroyable. On a une quantité incroyable d'acteurs qui ont décidé de participer, de montrer, de parler. Et effectivement, un des rôles des collectivités du politique, c'est aussi de faire parler et de faire prendre conscience au public qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres comportements possibles. Donc on fait beaucoup de communication, on va dire, au sein du Grand Genève à ce sujet-là. Mais oui, bien sûr, on est optimiste et on le voit que les choses changent. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que des choses ont été faites, alors grâce à des actions comme celle de M. Putala, par exemple, mais au quotidien, des gens font des choses. Et ce qui est important, c'est de le mettre au grand jour et que les gens, qu'on s'aperçoive que c'est faisable, que chaque petit pas est un grand pas. Merci beaucoup, infiniment, messieurs, Merci. à tous les deux. J'en profite également pour saluer Manon Boulben et Laure Fabiani pour leur aide pour la coordination de cette émission. Merci également à Xavier Bouquet pour les moyens techniques et merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Je vous dis à mercredi pour une troisième émission consacrée à l'eau. Très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre saga Panorama consacré cette semaine au off des Assises européennes de la transition écologique. Nous sommes toujours à Annemasse, à l'espace Martin Luther King, et ce soir nous allons parler de la préservation des ressources, en l'occurrence l'eau, un bien commun transfrontalier. Avec moi, Gilles Mühlhauser, bonsoir. Bonsoir. Et Suzanne Mader-Feigen-Winter. Bonsoir. J'ai réussi à le dire. Bonsoir à tous les deux. Gilles, on va commencer avec vous. Vous êtes le directeur général de l'Office cantonal de l'eau du canton de Genève. Suzanne, vous êtes donc secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Un mot de présentation de votre organisme, l'Office cantonal de l'eau. Alors, l'Office cantonal de l'eau est l'autorité en fait de l'État, répartie en Suisse sur les cantons. Donc un État décentralisé. La subsidiarité en Suisse fait que c'est les cantons qui s'occupent du territoire, qui s'occupent de l'eau, de la nature et autres. Donc c'est à ce titre-là qu'on gère tous les usages et les prestations écosystémiques délivrées par cette ressource. 100 collaborateurs à peu près à l'Office. Quelles sont vos principales missions ? Alors les principales missions, c'est essentiellement d'assurer la régale de l'État dans des domaines comme la pêche, l'attribution des places d'amarrage dans les ports, par exemple, les décisions liées à la gestion des eaux usées, etc. Et puis sinon, on a des projets également, donc projets de renaturation, des projets partagés avec nos collectivités françaises voisines, on va dire, à travers les contrats rivières, les contrats naturels sensibles. Sinon, il y a également du travail de coopération et de gouvernance sur la gestion des rivières, l'Aire, le Léman, le Rhône, etc. On connaît l'importance d'une ressource comme l'eau aujourd'hui. Vous, sur le canton de Genève, vous vous situez comment ? Alors, sur le canton de Genève, il y a deux choses à dire. Principalement, c'est qu'on est privilégié par rapport à d'autres régions du monde. On dit qu'on est soit dans le château d'eau, soit sur le pont-levis du château d'eau, je ne sais pas comment il faut dire, ou dans les douves à l'extérieur. Et puis, on a une particularité, c'est que toutes les gouttes d'eau qui tombent dans les bassins versants du Léman, du Rhône, de l'Arve, passent à un moment ou à un autre par Genève. Donc, on est vraiment au fond de la cuvette, d'où le nom de bassin genevois, dont on est, je dirais, le fond du fond. Suzanne Mader-Feigen-Winter, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association en quelques mots ? Oui, en quelques mots, l'Association pour la sauvegarde du Léman a été créée il y a 42 ans, depuis 1980. C'est une association à but non lucratif, d'utilité publique. Elle a été créée à un moment où l'eau, le lac souffrait d'eutrophisation, donc une pollution liée à un trop-plein de phosphate. Et l'association a œuvré pour faire, entre autres, interdire le phosphate dans les lessives, pour faire pression également pour qu'il y ait un assainissement qui se fasse au niveau des eaux usées. Il y a eu de grandes campagnes qui ont été faites par rapport aux tuyaux polluants
qui n'étaient pas encore, pour certains, connectés à des réseaux de traitement d'eau. Donc on a vu vraiment une amélioration de la qualité de l'eau suite à ces actions. Et depuis, on mène d'autres actions, des actions de sensibilisation et des actions de terrain avec la société civile. Justement, quelques exemples de ces actions que vous pouvez être amené à mener. Alors, on a sur les actions de terrain, on a Net Léman, par exemple, le grand nettoyage du lac qui aura lieu les 21 et 22 mai prochains. C'est 1400 bénévoles qui s'engagent tout autour du lac pour aller collecter les déchets qui sont dans le lac ou qui pourraient y arriver, de façon ensuite à les trier et à les sortir, à soulager le lac en fait de ces déchets qui pourraient le polluer. Vous en trouvez beaucoup, des déchets? On en trouve passablement, de plus en plus de déchets liés à la consommation au bord du lac, de plus en plus de déchets plastiques. Contrairement peut-être au début de Net Léman, on était plus sur des gros objets, des fois des frigos ou des choses de ce style. Maintenant, on est beaucoup plus sur des problématiques de plastique à usage unique. Donc, on ne fait pas que collecter les déchets pendant cette journée. On travaille aussi beaucoup sur la sensibilisation et sur amener justement des propositions de changement d'habitude par rapport, entre autres, aux contenants réutilisables, à avoir des solutions où on peut aller, par exemple, dans les restaurants pour avoir des contenants qu'on peut amener soi-même ou avec des consignes de façon à avoir le moins possible de déchets au bord du lac, que ce soit dans les poubelles qui finalement débordent ou que ce soit directement dans l'environnement. Votre association a un rôle important à jouer, notamment concernant les lois. Alors, on essaye, on est assez souvent en discussion avec les autorités. On essaye, lorsqu'il y a des motions ou des projets de loi, d'intervenir et de donner notre avis. C'est le cas assez régulièrement et heureusement, on est assez bien entendu puisqu'on est sur la place depuis 42 ans, on a une certaine légitimité. On a aussi plus de 4000 membres qui nous soutiennent, donc on a aussi une légitimité au niveau de la société civile. Gilles Mühlhauser, quelle place a ce type d'association pour l'Office cantonal? Il y en a plusieurs. Celle qu'on connaît, qui est souvent combattue en Suisse, mais qui a aussi une originalité suisse, c'est que les associations qui ont un certain nombre d'années de reconnaissance ont le droit de recours. Donc si l'État fait mal son travail, on peut être pris à partie et puis devoir se justifier sur les décisions qu'on a prises. Donc ça, c'est évidemment une épée de Damoclès intéressante pour que l'État fasse bien son travail. Mais sinon, la plupart du temps, c'est force de proposition. C'est des fois aussi capacité à mobiliser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souplement que nous, des bénévoles, des partenaires pour montrer l'exemple, faire un projet pilote ou des choses comme ça, alors que parfois nous on est lent, on a des décisions, c'est bien parce qu'on est en Suisse évidemment, mais donc il y a plein d'avantages, mettons, à collaborer avec des savoir-faire, et puis des fois il y a des métiers qui existent dans les associations qui n'existent pas forcément à l'État, donc il y a toujours aussi du savoir-faire, de l'expertise à aller chercher. Le fait que le Léman soit un lac binational, qui concerne deux pays, c'est un avantage, un inconvénient? Alors c'est un avantage sur la scène internationale parce que ça permet à la Suisse et à la France de faire valoir des savoir-faire extraordinaires en termes de formation, d'ingénierie de l'eau, de gestion, de gouvernance. Donc les deux pays se revendiquent d'un savoir-faire de gestion transfrontalière intéressant. Il faut rappeler aussi que le Léman, c'est là qu'est née la science qui s'appelle la limnologie. Donc on a des données qui ont parfois plus de 100 ans de suivi en fait qui sont disponibles. Donc ça fait un lac, mettons, qui a une capacité à renseigner sur la manière de profiter des informations liées à la science pour prendre des décisions politiques ou administratives, qui est vraiment intéressante. Et à ce titre-là, on a régulièrement des visites de délégations du monde entier. Suzanne, vous la jugez comment, la qualité de l'eau du Léman? Vous avez parlé tout à l'heure de cette grande opération de nettoyage, mais comment est-ce que vous la jugez au sein de l'association? Alors, la qualité de l'eau s'est vraiment améliorée ces dernières années. Maintenant, on se retrouve confrontés à d'autres problématiques en fait. On a actuellement la problématique des plastiques par exemple qui nous occupe beaucoup. On est en train de faire une étude sur les plages du Léman pour voir les quantités de macro et microplastiques qui s'y trouvent. Et donc il y a une émergence de nouveaux types de pollution qu'on n'avait pas avant, que ce soit aussi les micropolluants. Et on va arriver aussi avec des nouvelles problématiques à cause du réchauffement climatique. Donc la qualité de l'eau actuellement est relativement bonne, mais il y a vraiment des choses à l'horizon court, moyen terme qu'il faut vraiment avoir à l'œil. Vous avez évoqué cette opération de nettoyage. Il y a aussi une application
que vous avez lancé? Oui, tout à fait. On a lancé il y a 2 ans l'application Netlément, en fait parce qu'on avait énormément de demandes de personnes qui voulaient faire des nettoyages, qui voulaient participer au quotidien. Et cette application permet justement à tout un chacun de faire des nettoyages ou simplement de ramasser un déchet quand il en trouve un, parce que normalement on ne devrait pas trouver normal de voir un déchet par terre. Donc on devrait avoir ce geste spontané d'aller ramasser le déchet. Et c'est justement d'inviter les gens à ramasser ce qu'on trouve ou à organiser des nettoyages en groupe si on a envie, et surtout de nous transmettre les données afin que d'ici 2 ans, on puisse avoir des statistiques qui nous montrent aussi quel type de déchets on trouve dans tel type d'environnement, et ça va nous permettre aussi un petit peu de penser et de réfléchir à des solutions. D'autres animations, ateliers prévus pour ce off? Oui, tout à fait. On a un atelier, par exemple, qui s'appelle Éveil du Léman. On invite les gens à 6h du matin de venir découvrir le lac qui se réveille, d'aller regarder la faune, d'aller regarder tout d'abord les oiseaux et ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau, et puis ensuite de mettre masque et tuba et d'aller sous l'eau, découvrir les merveilles qui se trouvent au fond de l'eau. On va souvent en mer pour aller voir les poissons. On a une chance d'avoir l'eau maintenant qui est relativement transparente. Et il y a vraiment une forêt sous lacustre à découvrir, des plantes aquatiques très diversifiées avec des poissons et d'autres animaux. Donc c'est vraiment un bon début de journée de commencer avec cette découverte du Léman. Gilles Mühlhauser, qu'est-ce qu'il représente pour les Genevois, le lac Léman? Le lac Léman représente, je pense, beaucoup de choses. Si on fait l'addition de tous les récits que chacun pourrait nous apporter sur comment il a appris à connaître le lac. Moi, c'est à travers les oiseaux, par exemple. D'autres, ce sera la baignade en hiver. D'autres, ce sera la coupe de Noël. Et puis, il y en a plein qui ont lu des textes de grands auteurs romantiques avant de découvrir le lac lui-même, qui sont venus au bord du lac depuis des régions éloignées du monde parce qu'ils voulaient voir ça, etc. Donc, le Léman, c'est énormément de choses. Et puis, c'est en fait un bout du Rhône. Donc, quand on parle du Rhône, il y a quelques fleuves en fait dans le monde transfrontaliers qui ont cette expansion à un moment donné à travers un lac. Il y a des fleuves qui naissent dans des lacs. Donc il y a aussi cette configuration particulière que d'autres régions du monde connaissent. Donc qui, par exemple, les grands lacs américains donnent naissance au Saint-Laurent, etc. Donc non, le Léman, c'est énormément de choses. Et puis pour beaucoup de gens, je pense que ce sera ce qu'on appelle, nous, des prestations écosystémiques en tant que biologiste. Mais pour le navigateur, ce sera le plaisir de naviguer sur le lac, le plaisir de se baigner, le plaisir de faire du paddle. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est des prestations que le lac nous offre. Et des fois, ça semble aller de soi pour les gens qui l'utilisent. Mais si on veut pouvoir continuer à faire ça, il faudra d'abord préserver la ressource. Quels sont vos prochains grands axes de travail pour préserver justement cette ressource comme l'eau? Suzanne en a parlé, il y a aussi une faune et une flore à préserver. Oui, alors étonnamment, j'en parlais en fait à propos du Rhône ce matin à la commission de la diversité biologique. Il y a des choses qui sont très paradoxales dans les constats qu'on fait aujourd'hui. Il y a des espèces qui vont bien, il y a des espèces qui reviennent, il y en a d'autres qui disparaissent. Il y a des espèces invasives qui sont vraiment très invasives, puis d'autres qui viennent quelques années, disparaissent, etc. Donc ce dont on a besoin, je dirais, c'est essentiellement de progresser dans ce qu'on appelle un observatoire un peu global de la ressource, c'est-à-dire un observatoire évidemment scientifique, continuer à savoir comment vont les différentes espèces, quelles sont les molécules de micropolluants qui vont nous poser problème, mais aussi un observatoire social, un observatoire économique, en quoi on a certaines branches économiques qui dépendent que du lac, par exemple les pêcheurs professionnels. Je pense que personne serait content de savoir que nos pêcheurs professionnels ne sont plus capables de nous livrer des perches pour en fait quelques agréments l'été quand on va manger sur les terrasses, etc. Donc, et puis tout ce qui est social également. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens vont de plus en plus à l'eau en été parce qu'il fait très chaud dans les villes. Maintenant, quelle sera la capacité d'accueil? Est-ce qu'on pourra accueillir tout le monde? Est-ce qu'on doit encore développer des infrastructures? Enfin, il y a tous ces enjeux-là qui viennent en même temps, quoi. Dernière question très rapidement, Suzanne. Vous vous retrouvez un petit peu dans le discours de Gilles Mühlhauser? Oui, bien sûr. Le lac est apprécié de tous et nous rend beaucoup de services. Et c'est vrai qu'il faut, comme le disait Gilles, avoir cette vision de développement durable où on n'est pas seulement sur l'environnement, mais également sur le social et sur l'économique. Merci beaucoup, infiniment, à tous les deux. Merci. Un énorme merci également à Laure Fabiani et Manon Boulben pour la coordination de l'émission. Merci à Xavier Bouquet pour la partie technique et merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. On se retrouve jeudi pour la DER de la semaine.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de vous accueillir ici à Annemasse, à l'espace Martin Luther King, pour ce dernier épisode de Panorama. Vous le savez, si vous nous suivez depuis le début de la semaine, l'émission est consacrée au off des assises européennes de la transition écologique. Et pour ce 4e et dernier épisode, je reçois deux hommes. Sébastien Javogue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu au Grand Genève et vice-président du pôle métropolitain genevois français. Exactement, ouais. Vous êtes accompagné par monsieur Andreas Müller, vous êtes le président de la centrale villageoise Citoyen Énergie. C'est juste, bonsoir. Merci à tous les deux. Messieurs, on va parler de sobriété énergétique et de production d'énergie renouvelable locale. Vous, monsieur Javogue, au sein du Grand Genève et au sein du pôle métropolitain du Genevois français, qu'est-ce que vous mettez en place dans ce cadre de production d'énergie renouvelable notamment ? Bien, alors tout d'abord un constat sur la transition énergétique. On a deux grandes lignes absolument à tenir. Il faut réduire notre consommation d'énergie. Toute énergie non produite est une bonne énergie finalement. Et puis la deuxième des grandes lignes, c'est de produire de l'énergie renouvelable notamment et locale. Voilà, c'est deux grandes lignes qu'on essaye de tenir. On a des objectifs assez ambitieux, notamment de neutralité carbone en 2050 avec une étape intermédiaire 2030, avec une réduction sur ces deux grandes lignes, donc réduire de 40% notre consommation d'énergie et cette production d'énergie locale aussi de l'augmenter de 40%. Voilà en tout cas les objectifs, et puis on a plusieurs actions pour arriver à tenir ces deux grands axes de réduction et de production. Comment on arrive à cette neutralité carbone d'ici 2050 ? Voilà, concrètement, en fait, on est dans plusieurs échelles. À l'échelle du Grand Genève, où on est surtout sur des actions de sensibilisation, de compréhension des enjeux. Et puis, on a des actions plus opérationnelles dans nos collectivités, dans nos communes, au sein des institutions suisses et françaises. Voilà, on a plusieurs actions très concrètes. Je prendrai un exemple qui permettra d'introduire aussi mon collègue. L'institution d'un cadastre solaire où tout un chacun peut aller consulter sur Internet l'orientation de sa toiture et sa capacité de production de sa toiture. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais voilà, je peux encore en donner beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. À vos côtés, donc, Andreas Müller. Commençons avec une présentation de Citoyen Énergie que vous présidez. Oui, alors effectivement, Citoyen Énergie, donc, c'est un collectif citoyen qui a été créé en 2018 à l'initiative d'un groupe d'élus engagés sur le territoire, dans l'idée effectivement d'œuvrer pour la transition énergétique. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur le soutien de 180 souscripteurs qui nous soutiennent activement. Parmi ces souscripteurs, il y a donc un groupe d'une dizaine de citoyens et citoyennes très engagés qui sont formés donc au sein du conseil de gestion, et puis on se retrouve toutes les semaines pour échanger au niveau technique, au niveau administratif, etc., pour faire avancer les projets en cours qui sont pour l'instant des projets photovoltaïques sur toiture, mais à terme on envisage aussi de s'orienter sur d'autres technologies. Alors vous êtes également présent sur ce off avec plusieurs animations. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, exactement. On a plusieurs projections d'un film We the Power, donc, qui est exactement dans notre idée, des citoyens qui essayent de se mettre ensemble et d'œuvrer ensemble pour la transition énergétique. Donc il y a pour la première fois ce vendredi 13 mai à Archamps, ce sera également l'occasion d'inaugurer donc notre 3e installation qui vient d'être faite sur la commune d'Archamps. Et ensuite, on a le 2 et le 3 février, encore une projection du même film sur les communes de Régnier et sur Annemasse. Voilà. Et ensuite, on est également présent, donc on a une table ronde le 31 mai même, donc sur le plateau à Palexpo sur Genève, où on échange avec nos amis de Chables Énergie, Enerco et Optima Solar La Côte, exactement pour expliquer au public les enjeux de la transition énergétique et l'intérêt de participer à notre aventure. Sébastien Javogue, pour en revenir au Grand Genève et au pôle métropolitain genevois, vous êtes fixé plusieurs grands objectifs. On peut en citer quelques-uns. Il y a réaliser la transition énergétique, vous l'avez déjà évoqué, ou encore améliorer la qualité de l'air. On sait que c'est une des vraies problématiques actuellement.
Voilà, alors la qualité de l'air, sur ce point-là, on a plusieurs objectifs. Alors, le Grand Genève et le pôle métropolitain se sont beaucoup axés sur la mobilité. Voilà, ça c'était un des grands enjeux. Beaucoup d'actions ont été faites et puis aborder aussi cette transition énergétique, améliorer notamment la qualité de la rénovation de nos bâtiments, améliorer la production d'énergie dans nos bâtiments, c'est aussi une ligne importante. Et puis dans la continuité de ce qu'on a dit, et pour améliorer la qualité de l'air, on a des exemples très concrets d'actions. Par exemple, le changement de nos organes de chauffage sur des productions plus propres. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup accompagné nos citoyens. On continue d'accompagner nos citoyens. Et puis, cette production d'énergie aussi vertueuse, verte et locale, cet accompagnement qu'on fait, on essaie aussi d'accélérer le plus possible. Donc, concrètement, pour vraiment appuyer Citoyen Énergie et des actions telles que de la production citoyenne. Typiquement, voilà, notre commune, Régnier-Aizerie pour le cas, et puis la communauté de communes que je préside a mis à disposition une toiture pour pouvoir aller poser ses premiers panneaux photovoltaïques citoyens. Voilà, donc c'est autant d'actions que l'on met en œuvre pour améliorer la qualité de l'air sur cette partie de transition énergétique. En tout cas. Mener à bien cette politique environnementale quand on est sur un territoire binational, j'imagine que ça a des contraintes mais aussi des avantages. Alors, des contraintes, on a des contraintes de compréhension aussi. Vous parliez de qualité de l'air. Voilà, on a une application maintenant qu'on peut avoir sur notre mobile pour comprendre les enjeux de qualité de l'air qu'on a fait de manière transfrontalière. Donc, c'est sûr que ça nous a valu pas mal de discussions pour bien se comprendre sur les quantifications, sur les normes. Alors, c'est des petites difficultés de compréhension, mais qu'on a su gommer et pouvoir mettre à disposition des citoyens une vraie compréhension des enjeux de qualité de l'air où constitue sur le territoire on a une vision uniforme de la compréhension des enjeux de qualité de l'air. Alors, il y a bien sûr aussi un peu des petites difficultés, mais elles sont somme toute assez anecdotiques. Notre collaboration, et c'est bien tout l'effet du Grand Genève, est assez fort sur ce point-là. Ouais. Andreas Müller, au sein de Citoyen Énergie, vous avez le souhait également de développer des centrales villageoises. En quoi est-ce que ça consiste très précisément pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors les centrales villageoises, c'est un réseau national présent donc partout en France. Et donc, lors de notre création en 2018, on a tout de suite adhéré à ce réseau. Et donc, l'idée de ça, c'est de partager des connaissances. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles. Donc, on n'est pas tous du métier, même si on a certains ingénieurs, etc. Mais donc, on n'est pas du métier à la base, on est des simples citoyens, comme vous et moi, j'ai envie de dire. Et donc, on a quand même les moyens, en tant que citoyen, sans connaissances spécifiques, de se lancer dans une telle aventure. Et afin de pouvoir mutualiser les connaissances, on se base donc sur ce réseau des centrales villageoises, ce réseau qui est existant depuis une quinzaine d'années. Il y a maintenant une bonne cinquantaine de centrales villageoises déjà implantées en cours d'exploitation ou en création partout en France. Donc, et quand vous parlez de centrales, ça veut dire qu'on est là dans une optique de produire sa propre énergie ? Exactement, oui. Alors, de quelle manière ? Alors, la majeure partie de la production actuelle, c'est effectivement des panneaux photovoltaïques sur toiture. Après, il y a d'autres initiatives, hein, donc, comme la production de chaleur, par exemple, ou des éoliennes aussi. Voilà, ça aussi, ça peut être des projets citoyens. Mais voilà, pour commencer, on s'était fixé donc cette technologie qui est mature, en fait. Voilà, on a un certain retour d'expérience sur cette technologie et donc il y a une certaine connaissance déjà existante sur laquelle on peut se baser parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas du métier et on applique juste le savoir-faire qui était accumulé par d'autres avant nous. Et Sébastien Javoc, j'imagine qu'en tant qu'élu, vous y avez un petit peu répondu, mais vous pouvez forcément que vous réjouir, de vous féliciter d'une initiative comme celle-ci ?
Alors, non seulement on se réjouit, mais on a poussé et on a été à l'initiative avec des citoyens motivés pour appuyer de l'ingénierie. En fait, c'est ce qu'Andreas expliquait. Les citoyens n'ont pas forcément toute la technicité, donc on a appuyé le démarrage. Et puis, moi, je veux bien revenir sur cette création d'énergie. On se dirige, il faut absolument avoir un mixte énergétique fort. Voilà, de création d'énergie locale. On a plusieurs sources. On a de la biomasse, on a de l'eau, on a de la chaleur dans le sol, on a du bois, on a du soleil. Et cette création de citoyennerie, enfin de collectifs de citoyens est absolument nécessaire pour nous parce que c'est une façon de créer de l'énergie localement, mais aussi de massifier parce qu'il faut qu'on accélère cette création d'énergie et aussi d'aller capter d'une certaine façon une sorte de financement parce que c'est avec le financement des citoyens que cette énergie est créée. Voilà, donc on a absolument tenu à appuyer ces démarches-là et on espère que voilà, les petites graines qu'on a posées vont germer sur d'autres territoires. Merci beaucoup, messieurs. Merci c'est la fin de cette émission. Merci. Un grand merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Je disais, c'est donc la fin de cette émission Panorama. Un énorme merci à Manon Boulben, Laure Fabiani qui m'ont énormément aidé pour la coordination et la conception de ces 4 émissions. Merci à Xavier Bouquet qui aura assuré toute la partie technique et merci à vous pour votre grande fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. Je rappelle que le off des assises c'est jusqu'au 5 juin et le in c'est du 31 mai au 2 juin 2022. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Au revoir.